Salut, téléspectateurs confinés. On est encore là pour une quatrième capsule, une quatrième lecture. Puis nous, on a notre verre de vin, fait que prends le temps d'aller t'en chercher un, installe-toi confortablement. On va t'attendre si tu nous mets sur pause. Alors, avant de poursuivre la lecture de mardi, je te fais une espèce de petit récapitulatif là, pour que tu te souviennes où on était rendu. Alors, on a vu les filles aller courir et se rendre ensuite au saloon pour prendre un verre après leur course. Donc, on est mardi. Et là, Éléonore a commencé à parler aux filles d'un élément déclencheur qu'elle aurait vécu en se rendant en Gaspésie. Et là, on a fait une petite pause, un intermède pour aller voir la règle numéro 1 de pas de shooter, sauf en cas de force majeure. Et là, on est de retour avec Éléonore qui va nous raconter son élément déclencheur. C'est parti. Éléonore, un spag à Rimouski. Après un shooter pour me donner le courage, je leur raconte la Gaspésie qui s'est arrêtée à Rimouski, mon élément déclencheur honteux. Nous roulons depuis quelques heures déjà. Le brombissement d'autobus se fait de plus en plus retentissant. Son bruit sourd dans mon oreille résonne et dérange mon sommeil. C'est fort, trop fort. L'inquiétude naissante me prend entre les griffes, me tortille l'estomac, me réveille dans un sursaut. Ça pue la panique. Personne ne parle, aucun des passagers n'ose dire un mot, souffler un murmure. Mais la panique les a tous gagnés, c'est écrit dans leurs yeux écarquillés, prêts à sortir de leur orbite. C'est écrit dans leur corps, crispés, agrippés, soudés à leur siège. L'air est sec, électrique. On roule vite, trop vite. Mon regard se dirige vers le conducteur devenu fou. Comme un pianiste en proie à une passion musicale incontrôlable, ses mains courent sur le volant, elles dansent, jouent, s'envolent, se perdent. Ses mains aux longs doigts solides ne conduisent plus, elles chantent. Ses longues mains ne contrôlent plus, elles s'évadent. Et l'autobus suit la valse d'un bord à l'autre de l'autoroute. Il chancelle, sous. Quand je me retourne, je vois tous ces regards posés sur mon dos. Tous ces regards me regardent de leur air accusateur. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont les sourcils relevés, ces regards suppliants. Ils ont les larmes pendues à l'iris. Ils ont la peur imprimée dans la pupille, une peur hurlante comme la mienne, saisissante. Une peur amère de celui qui sait qu'il n'en a plus pour longtemps avant de pisser dans ses culottes. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous à me mitrailler de leur peur, comme si je n'avais pas déjà assez de la mienne. Je regarde mes mains, mes mains de pianiste qui ne contrôlent plus rien, qui virevoltent mais ne conduisent plus. C'est moi qui suis folle. C'est moi qui devrais conduire. C'est moi qui les accuse parce que c'est moi qui ai perdu le contrôle. Merde. Je me jette sur le volant comme sur un tas de billets de 100 $ qui s'enfuit au vent. Je m'y agrippe de tout mon poids pour qu'il arrête de tourner comme un manège étourdissant, étouffant. Je saute sur lui, mais l'autobus ne m'écoute déjà plus. Il a pris goût à la liberté. Il veut désormais aller où bon lui semble. Et où bon lui semble s'avère être le fleuve tout en bas, là, sous le pont. Sa folie est trop grande pour que le garde-fou l'arrête. Nous continuons notre décollage comme si rien n'avait été sur notre chemin et nous nous envolons. Nous planons. Comme dans les dessins animés quand, avant de chuter, Roadrunner est suspendu quelques secondes dans l'air. Sauf que nous tombons à une vitesse démente et l'eau se rapproche de millièmes de seconde en millièmes de seconde. Pas un son, pas un soupir, pas un respire. La vie s'arrête un court instant, celui d'avant la mort. L'impact. Je ferme les yeux, je ne veux pas voir où j'en suis. Je vais me réveiller, c'est impossible. Ça ne peut pas s'arrêter là, c'est trop irréel. Quand mes paupières vont se soulever, je serai dans mon lit, dans ma chambre, dans mon appartement, dans ma ville, seule, haletante et déboussolée, mais vivante. J'essaie, j'ouvre lentement, un œil, deux yeux, noir. Il fait noir. Ce n'est pas ma chambre. Ce ne sont pas mes murs qui créent cette impression de me retrouver dans l'utérus de ma mère. C'est la profondeur, la noire profondeur des eaux. Ça ne flotte pas, un bus plein d'air. Les mots se bousculent dans mon esprit, n'attendent même plus les réponses. Ils coulent comme nous. Ils veulent sortir de ma tête avant d'y mourir. Je vais mourir. Personne ne m'a jamais enseigné comment sortir d'un bus qui coule dans les profondeurs noires de l'utérus de ma mère. J'ouvre une porte. Impossible, la pression m'en empêchera. Je casse une fenêtre. L'eau m'empêchera de sortir. C'est fini. Je vais mourir ici et voir venir cette mort affreuse, répugnante, précipitée. Les longs doigts ridés de la panique m'enlacent la gorge, m'étouffent. L'air manque, je suffoque. Mes yeux se ferment doucement, mon énergie me quitte. Et quand j'ouvre à nouveau les yeux, l'eau a disparu. Je n'ai plus de volant dans les mains, même si elle l'agrippe encore tellement fort. Il n'y a plus d'utérus, plus de profondeur marine.
Il n'y a que cet autobus au ronronnement réconfortant qui m'écoute suffoquer, m'étouffer. Les minutes passent avant que la panique s'affaiblisse et que mon rythme cardiaque revienne à la normale. Ces minutes à tenter de me rassurer, à me convaincre que ce n'était qu'un rêve. Mais quel rêve! Ça va, madame? Me lance une vieille dame assise quelques bancs derrière moi, inquiète de me voir dans cet état, les mains tendues vers un volant qui n'existe pas, les yeux accrochés au vide. Oui, oui, merci. Ça va, oui, ça va. Je suis vivante, ça va. C'est quoi ce rêve? Qu'est-ce que mon subconscient a bien voulu me raconter entre deux instants d'éveil? Mon cerveau n'a quand même pas envoyé ce genre d'image inutilement. J'ai beau lui exiger une réponse à ce cerveau brumeux encore sous le choc, il se tait. Épuisé de m'avoir envoyé tant de codes à démystifier, il garde maintenant le silence, imperturbable. Rimouski, 1 heure d'arrêt. J'aurais bien aimé m'assoupir à nouveau. Je n'ai pas faim, pas envie de sortir de mon nid confortable, mais je n'ai pas vraiment le choix. J'empoigne tout ce qui m'appartient, tout mon petit bagage que je dois déplacer avec moi comme une tortue et j'avance dans l'allée minuscule. Accoudé à la table du casse-croûte, j'attends le serveur qui court dans tous les sens pour servir les quelques 12 clients qui patientent. Une soupe ou un spaghetti? Les deux me répugnent. Les odeurs de cafétéria me rappellent celles des hôpitaux. Je dois pourtant avaler quelque chose. L'énervement de mon cauchemar m'a coupé l'appétit et je n'arriverai pas avant 21 heures ce soir. Excuse-moi, ma belle, tu veux quoi? Qu'il me dit le serveur avec son air distrait, son menton fuyant et sa voix trop aiguë, peu virile. J'ai parfois envie de trouver ma vie futile et ennuyante. J'avais rêvé toute jeune d'une vie trépidante pour mes 36 ans. Une vie bien différente, remplie d'une famille unie, d'une maison, de passion. Ces rêves d'enfant innocente me semblent bien loin de la réalité. Je ne savais pas que l'homme de mes rêves ferait sa vie ailleurs. Et je n'avais pas inclus le quotidien à mes fantasmes. Il ne faisait pas encore partie de ce que je connaissais de la vie où le jeu prenait toute la place des moments vides. Apprendre à voler était à l'époque ma principale priorité. Je m'y pratiquais dans tous mes temps libres et le puits de mes moyens n'avait pas de fond. J'allais être la première petite fille volante du monde, c'était certain. Et dans la vie, je serais une personne importante, connue du public, ça allait de soi. J'allais très certainement changer le monde. Comme dans les films, j'allais être la vedette vers qui tous les yeux se tournent et accomplir quelque chose de grand. J'attends encore. Je n'accomplis rien de mieux que tout le monde. Je ne suis rien de mieux que personne. Je me fonds dans la foule. Je suis une inconnue. Je travaille, je dors, je mange et je chie comme les 8 milliards d'autres inconnus sur cette planète. Mais au moins, j'ai un travail que j'aime, des élèves que j'aime, des amis que j'aime, un amant. Bon, un amant avec qui je m'en vais nulle part, une relation sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Les images de mes mains tentant d'agripper le volant d'un autobus fou qui se lance dans le vide me reviennent en tête. Je vais prendre le spaghetti, dis-je après ce temps de réflexion que le serveur doit interpréter comme une incapacité à prendre une décision. Ce serveur de Rimouski, lui, servir dans une cafétéria de gare d'autobus ne doit pas être le travail le plus valorisant qui soit, et non plus le plus payant. Rimouski, c'est l'autre bout du monde quand tu travailles à la cafétéria de la gare d'autobus. Est-ce qu'il a des enfants à faire vivre, ce gars? Est-ce qu'il est amoureux? Est-ce qu'il s'amuse? Est-il heureux dans cette vie de serveur de gare d'autobus de l'autre bout du monde? Vie tranquille, c'est certain. Juste à l'observer s'énerver avec la foule qui vient d'envahir son univers, il est évident qu'il n'est pas habitué à la mondanité. Il ne sourit pas assez pour être amoureux. De retour chez lui, il s'allume un joint peinard. Il fume un peu pour se détendre de la pression de la journée, mais il ne s'inquiète pas outre mesure de son travail qui ne lui laisse aucun souci quand il le quitte. Il se loue un film parfois, écoute un peu la télé, joue peut-être de la musique. Du drum? Non, probablement un peu de guitare et la langue du pouce plus long. Peut-être qu'il joue aux cartes le soir avec des amis, une grosse bière et des cigares. Sa vie est aussi futile que la mienne. Et cette dame qui tente de faire entrer un livre 10 fois trop gros dans son sac minuscule, cette dame presque obèse qui lit des romans harlequins pour passer le temps, elle a une vie encore moins encombrée que la mienne. Cette dame, c'est la météo qui l'inquiète le soir aux nouvelles. Elle se fiche bien de toute la politique aérie, du tsunami ou des problèmes en Afrique. Elle se contrefout de Trump. Elle le prend pour le bonhomme carnaval et de tout ce qui touche la Corée du Nord. Elle doit même penser qu'il s'agit là d'un nouveau centre commercial qui vient d'ouvrir ses portes. Elle se dit qu'elle ira bientôt y faire son tour.
Cette dame a une vie encore plus désespérante que la mienne. Je suis pas seule à être inutile sur cette planète. Elle a cessé de vouloir entrer son éléphantesque roman dans son minuscule sac à main. Arlequin est laissé lui-même mis de côté comme le vulgaire conte romanesque qu'il est. Il traîne à côté du hot chicken que la dame engouffre comme une affamée du tiers-monde. La sauce dégouline sur son menton et sur ses gros seins. Le peu qui se trouve dans sa bouche y entre avec un bruit de sapement digne des plus gros French kiss du cinéma. Dégoûtant. Je déteste les bruits de bouche. Comme je déteste le bruit d'ongles qui gratte une peau trop sèche. Crouch, crouch, crouch. Celui d'une fourchette qui égratigne le fond d'une assiette me laisse plutôt indifférente, contrairement à plusieurs. Mais des bruits de bouche, je sais pas pourquoi ça existe. Je n'ai pas seulement envie de me boucher les oreilles à l'entendre saper comme un enfant, je deviens agressive. J'aurais envie de l'assommer avec son harlequin, lui en asséner quelques coups au moins juste pour me défouler, et piétiner du même coup tous les clichés de sa lecture, les princesses, les princes, les papillons, les licornes. J'ai envie de lui envoyer en pleine face tous les stéréotypes que les mots qu'elle lit font naître dans l'imaginaire des filles. L'homme parfait qui écoute, cuisine, mais nous tire un peu, pas trop et avec amour par les cheveux en baisant. J'ai envie de lui hurler que cet amour décrit dans ses livres à l'eau de marde, il n'existe pas, que c'est une pure invention, que pur marketing. Il faut que je change de place, je vais devenir dingue. Voilà ton spag, ma belle, au moment où j'allais me lever. Merci. Ça fait plaisir qu'il disait avec un sourire niais imprimé dans son minois de gars du bout du monde. Tu t'en vas où? Il n'est pas dans le jus, lui. Il n'y a pas autre chose à faire que questionner une passagère comme toutes les autres qui veut juste changer de place avant de se jeter sur sa voisine obèse et dégueulasse à grands coups de romans stupides. Je m'en vais en Gaspésie, à Carleton. Ça arrive de Montréal? Non, de Québec. Ah ouais, c'est long le voyage, hein? 8 heures, je crois. C'est ça, oui. T'as des amis là-bas? Il ne me lit pas le non-verbal, lui. Il ne voit pas que je l'haïs d'être comme tous les autres hommes. Il ne voit pas que je n'y crois plus, que je veux juste changer d'air, partir en paix pour ne plus être confronté à ce moule dans lequel sont coulés tous les hommes et toutes les femmes, probablement. Et moi? Il ne voit pas ma désillusion. Il ne voit pas que j'ai le goût de tout balancer, de tout recommencer. À force de voir Jeff mentir à sa blonde pour me voir, sans toutefois jamais finir par me choisir, j'ai tué tout ce qui me restait des contes de princesses dont m'avait gavé la société. Le prince charmant, il fait du crossfit et se fait bronzer à outrance, trompe sa blonde au lieu d'aller au soccer, souffre de narcissisme maladif ou est simplement gay. La princesse est anorexique, atteinte d'un trouble de personnalité limite, anxieuse, pathologique ou complètement hystérique. Et moi, je les tue à coups de harlequin, les personnages tordus de ma génération. Puis les moules de marde qu'on tente de m'imposer, la maison, la job, le rêve, la permanence, les enfants, la routine. Je désillusionne. Quand on fouille un peu, on trouve toujours un personnage comme moi. Je suis la méchante demi-sœur de l'histoire qui veut se rentrer le pied dans le soulier trop petit. Puis je m'haïs d'être elle, puis d'essayer encore de jouer un rôle dans le conte de fées. Ah, rajoute-t-il l'œil complice, je comprends. Ça doit être ton chum que tu vas voir là-bas, insiste le Rimousquois normal avec sa petite vie normale qui se tient encore, malgré la fin du conte, debout devant moi. Ça suffit. Le serveur, ses questions, sa voix flûtée de pampa viril, les licornes, l'odeur de cafétéria, d'hôpital, arlequin, javotte, anesthésie, les stéréotypes, puis Aurore, puis Blanche-Neige, puis Belle, puis sa bête, puis la tabarnak d'obèse et ses bruits de bouche que je tente d'oublier me font abandonner toute convention sociale, toute politesse nécessaire à laisser derrière soi l'image d'une personne normale et saine d'esprit. Je hurle, sans crier gare, comme un cheveu sur la soupe sans aucun préavis. Je hurle ma vie. Je vomis mon dégoût gutturalement. Et pardon, et je tue tout ce qui restait de normal en moi, parce que je n'en peux plus de tout ce normal, et du mien et de celui qui m'entoure. Je le tue à grands cris publics. Je ne veux pas être comme eux. Je ne serai jamais comme eux. Je l'explose, le moule social, qui l'ait donc chié. Je n'en veux plus de ce chemin asphalté, droit, balisé, garde-fouté. Et oui, je n'ai jamais été capable d'y marcher. Et quand je n'ai plus d'air, je me tais. Enfin. Et j'ai un peu la gorge irritée par toute cette normalité qui s'en est échappée. Donc, j'attrape un verre d'eau de ma voisine qui ne fait plus de bruit de bouche, c'est terminé. Elle la laisse plutôt pendre, béate, surprise par mon cri, comme celle de tous les autres clients d'ailleurs. Et je le bois, d'un trait,
Shooter, que je me dis. J'imagine que là, c'est un cas de force majeure. Les filles accepteraient que je me claque un shooter. Je sors 20 $ que je garoche sur la table. Je lève la tête assurée et je quitte. Je laisse derrière moi ma santé mentale et ma fierté sur lesquelles je marche rageusement pour m'assurer qu'elles ne se relèvent pas. Tout un élément déclencheur, Éléonore? Ça prend la dextérité de la bouche pour lire tout ça. Absolument. Et maintenant, après qu'Éléonore nous ait raconté son élément déclencheur, ben, on se retrouve au salon avec Narrateur Dieu qui fait un retour au présent et au salon. C'est ça, c'était ça mon élément déclencheur, soupire Éléonore. Ça prenait bien une brosse de français pour vivre un élément déclencheur, ironise Emma. T'as crié devant tout le monde, chuchote Jeanne, sidérée. Eh oui, veux-tu bien nous expliquer, il déclenche quoi, ton élément déclencheur? Puis ça s'appelle pas un élément perturbateur, me semble, interroge Jessie. Moi, c'est un élément déclencheur parce qu'il m'a déclenché la réflexion, parce qu'il va déclencher le reste de ma vie. T'es certaine qu'il t'a pas plutôt perturbé, fait que ce serait un élément perturbateur, obstine Jessie. T'as crié devant tout le monde, rechuchote Jeanne, toujours aussi sidérée. Non, il m'a perturbé au point de déclencher un changement. Ah, puis on s'en fout, là. Ouais, on s'en fout, Jess. Arrête de t'obstiner avec une prof de français. Quel changement, Léo? Questionne Emma. Je veux arrêter d'essayer d'être l'abominable demi-sœur. Je veux sortir de mon rôle de vilaine de l'histoire. J'ai besoin de faire beaucoup de changements, je sais, mais j'ai pas le choix. Je dois reprendre le contrôle de mon autobus. Je peux pas continuer de m'en aller dans le vide comme ça. Je rêvais à autre chose. Je veux plus de ma vie comme elle l'est. J'étouffe. Les filles, dites-moi pas que vous y pensez pas, vous aussi, des fois, de sortir de votre histoire, d'en recommencer une autre. Tu as crié devant tout le monde. Et on dit, là, ça insurge Jessie. Non, mais c'est parce que je t'envie. J'aurais tellement envie de crier des fois. J'aurais tellement envie de fort aussi, de crier fort pour vivre fort. Ben voyons, Juliane, pourquoi tu aurais envie de crier? Mais oui, pourquoi Jeanne aurait envie de crier? Elle a l'air parfaite, sa petite vie, pourtant. Mais on le saura la prochaine fois. On le saura pas tout de suite, lecteur confiné. Il va falloir revenir nous voir dans pas longtemps avec la capsule 5 pour savoir qu'est-ce que Jeanne aurait envie de crier. En attendant, si tu veux acheter le roman, ben, les liens sont en dessous et tu peux l'acheter version e-book, version roman papier, parce que les old school aiment ça, les romans papier, puis on aime l'odeur, hein, Julie, on aime l'odeur. Ça sent bon des livres. À la prochaine, téléspectateurs confinés. Bye!